Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous allons partir en mer. Non pas à la mer, R-E, mais l'océan. C'est ça ? Oui, alors loin. La semaine dernière, je vous parlais des pirates et de leur sexualité. Et cette semaine, je vais vous parler des marins. Et je commence d'abord, comme chaque semaine, par un petit texte que j'ai pu lire dans un manuel de confesseur anglais au XIVe siècle. On peut lire les conseils. Toi, confesseur, s'il t'arrive d'entendre quelques marins en confession, ne manque pas de l'interroger avec soin. Tu dois savoir qu'une plume suffirait à peine pour écrire les péchés dans lesquels ces gens-là sont plongés. Wow. Ils sont tous adultères et fornicateurs, car dans toutes les terres ou régions où ils vivent, ils contractent liaison avec diverses femmes, où ils se livrent à la débauche avec les filles de joie. C'est affreux. Eh ben, dis donc. Le mythe du marin qui aurait donc une femme dans chaque port remonte très loin. Pourtant, les marins, contrairement aux pirates dont je vous parlais donc la semaine dernière, sont sous le coup d'une morale religieuse très forte. Double frustration donc. Non mais moi j'y comprends plus rien parce que Anaïs, oui. La semaine dernière vous nous disiez que les pirates étaient souvent très homo et là maintenant ils ont une femme dans chaque port. J'ai perdu mon latin. Hein. Les pirates c'était des bandits donc ils étaient vraiment la société ça ne les concernait pas, ils avaient leurs propres règles. Ils avaient dépassé les règles de la culture. J'ai raté la semaine dernière, faut que je le réécoute. Il y avait pas de morale religieuse. En revanche, là ça tient. D'accord. Voilà. Bravo. Il y avait quand même l'État était quand même présent sur le navire, c'était des navires qui appartenaient au pays et donc à la morale religieuse. Donc non seulement ils restaient loin de leurs femmes, mais en plus, ils étaient dévorés par la culpabilité et mortifiés à l'idée d'une punition divine. Eh oui. Bien sûr. Le marin, c'est pas un aventurier. Il n'y a pas de butin à la clé pour le marin. Cervantes, dans Don Quichotte, écrit donc au tout début du XVIIe siècle, « Si tu veux apprendre à prier, va sur la mer. » Car pour traverser les eaux sans encombre, le marin prie tous les saints. Enfin tous, sauf ceux d'une femme. Matelot qui rêvait en haute mer, gardez-vous dans les nuits sombres de trop penser à un visage aimé. Il se pourrait alors qu'en des endroits déserts, vous fassiez surgir à la vie un être qui ne puisse ni vivre, ni mourir, encore moins aimer. Peut-on retrouver dans les archives du Centre de recherche de littérature des voyages. Avez-vous déjà entendu parler des ophtalmois ? Des ophtalmos, oui. Voilà, ça vient donc du grec ophtalmos qui signifie œil. Oui. C'est le mauvais œil, donc j'imagine. Voilà, c'était des dessins d'yeux qui ornaient la proue des navires dans l'Antiquité. À l'époque, ils représentaient certainement les yeux des déesses qui protégeaient le navire. Et aujourd'hui, on en trouve toujours. La tradition s'est perpétuée, car donc ils protégeraient du mauvais œil. Et c'est l'histoire de l'humanité. Quand on a de maîtrise sur rien, on doit bien trouver un coupable à blâmer si ça tourne mal. Et là, en l'occurrence, ce mauvais œil sur un bateau, c'est toujours un peu la même chose. Comme on peut pas en vouloir à la météo, parce que ça, c'est plutôt du ressort de Dieu, eh bien, on va blâmer un truc tout con qui est là, qu'emmerde toujours un peu son monde, mais que malheureusement on ne peut pas exterminer parce que sans ça il n'y aurait plus de descendance. Vous voyez de qui je veux parler évidemment, la femme. Et oui, c'est marrant, ça s'appelle le mauvais œil, mais quand même ça ressemble moins à un globe oculaire qu'à une paire de nibards chez les marins. C'est seulement, donc simplement pour vous dire à quel point ça s'est resté ancré. C'est seulement en 1982 que les premières femmes médecins ont pu embarquer. Ah oui, tu voulais dire qu'on n'autorisait aucune femme à bord ? Ah non, aucune. Elle portait la poisse. Elle portait la poisse. Oui. Seulement en 82, les femmes médecins ont pu embarquer sur le célèbre Jeanne d'Arc en France, un bateau de la Marine nationale. En 1993 sont apparus les premiers... Et pourtant, souvent les bateaux portaient des noms féminins. Oui. Ouais, c'est marrant. Des premiers équipages mixtes. Seulement en 2014, les femmes ont été admises dans les sous-marins. C'était le dernier corps militaire exclusivement masculin. Et en Irlande, les femmes ne sont toujours pas admises sur les bateaux. Alors non seulement c'est complètement absurde, mais en plus c'est complètement obsolète. Je comprends qu'à l'époque, fallait pas que les gars se battent pour une femme à bord, parce que naviguer à l'Antiquité, c'était pas exactement une croisière Marmara. Certainement qu'il était plus simple de raconter à une bande de gars qui part en mer pour je ne sais combien de temps que le danger, c'est plutôt une femme poisson à gros nichons et à la voix envoûtante, plutôt que de leur dire désolé, on n'est pas encore super au point niveau coque, donc si ça souffle un peu fort, vous risquez d'être dans la merde. Donc c'était la sirène, le grand mal. C'est le parfait exemple de la diabolisation de la figure féminine, héritage du rôle maléfique attribué à la femme depuis l'Antiquité. Elle séduit pour dévorer. Dans toutes les métaphores littéraires, le bateau c'est l'homme et la mer dangereuse est assimilée à une femme et pourtant, en effet, on prie les déesses femmes pour qu'elles nous aident. On ne peut pas s'en passer.
mais interdiction de fusionner sous peine d'y laisser sa santé mentale. Et Anne-Laure, je vous laisserai peut-être d'ailleurs y voir aussi un lien étroit avec la mère, la figure maternelle, nécessaire, mais au fort potentiel destructeur. Oh, cette chère mère. Bon, alors déjà, les marins partaient avec un bagage émotionnel très très compliqué. Mais alors au moment des croisades, ça a dû se compliquer encore un peu plus, car avant, au moins, on pouvait faire de jolies rencontres une fois sur Terre, mais avec un jésuite à bord. L'idée, c'était plutôt de faire connaissance avec Dieu et pas de faire des rencontres amoureuses. Mais petit à petit, dans les zones urbaines, comme dans les zones urbaines, les marins, eux aussi, se détachent du christianisme et de la morale religieuse à partir du XVIIIe siècle. Et puis de toute façon, le navire a malgré tout toujours constitué une société dans la société où le capitaine est le seul maître, après Dieu. Et malgré toutes ces injonctions, le monde de la mer reste un espace de liberté, hermétique au reste de la société, tourné vers l'horizon, le lointain, le possible. Nombreux sont ceux qui ont préféré le monde de la mer au monde des hommes. Elle peut être cruelle, mais elle est indissociable d'eux. Ils la craignent comme ils l'aiment. Et j'ai lu une très belle phrase sur le site du Centre de recherche sur la littérature des voyages, en guise de conclusion, restant souvent associée à la mythologie par le nom donné à ces navires. Pratiquant des superstitions auxquelles les saints sont associés, le monde de la mer n'en est pas moins clos sur lui-même, vigoureusement libre, sinon libertin. Eh bien, dites donc, ça nous fait voir la marine autrement. Hein. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que...